très sincèrement, ce jour-là, quand j'ai demandé à mes enfants de tout arrêter, de ne pas sortir, de rester ici, de m'aider à faire 200 sandwichs, ils ont appelé les copains, les cousines, etc. J'ai vu qu'en plus, ils m'ont remercié, qu'ils étaient contents de faire ça, contents de pouvoir aider. Pour moi, j'ai dit, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai fait l'ALIA. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait mon ALIA. David Arfi, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez toi à Jérusalem. Avec grand plaisir. Tu y vis depuis 8 ans. Tout à fait. C'était une évidence pour toi, Jérusalem? Oui, c'était une évidence. Vivre en Israël, pour moi, c'était vivre à Jérusalem. Faire l'ALIA, c'était monter aussi spirituellement. Donc pour moi, c'était une évidence. Un peu moins pour ma femme, mais c'était une évidence quand même, Jérusalem. Depuis le 7 octobre, beaucoup de choses ont changé pour de nombreux nouveaux immigrants. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Pour moi, ça a tout changé. J'étais dans un état d'esprit un peu tristouné par rapport à ce qui s'est passé pour les fêtes, notamment à Tel Aviv, pour Kippour. Des Juifs qui n'ont pas pu prier dans la rue à Kippour, alors qu'ils l'ont fait pendant des années, et qui n'ont pas pu mettre une méritza pour Kippour, enfin un truc absolument normal, puisque ça a été fait pour les musulmans quelques mois auparavant. Et donc j'étais vraiment dans un état d'esprit, mais quelque part, qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est un pays juif. Pourquoi un juif n'a pas le droit de prier dans la rue, alors que les musulmans le font? On en voit tous les jours à Jérusalem. Donc bon, j'étais un peu tristouné, et puis le 7 octobre, comme tout le monde, je pense, j'ai eu très peur. Pas pour moi, mais pour ma famille. La guerre a commencé le 7, le 8, j'étais déjà en train de livrer du matériel dans des bases et tout. Et j'ai vu ces gens organisés devant les bases à faire des falafels, des shawarma, des boissons, et qui nous appelaient « Mais venez manger, venez manger !» Il y avait un gars qui avait un stand, qui avait une camionnette que de thé et de café. Juste là, comme ça, posé là. Et en fait, tous les soldats qui arrivaient, et c'était très dur à voir parce qu'ils arrivaient, et je peux vous assurer qu'ils étaient vraiment, ils en emmenaient pas large. C'était des adieux avec leurs compagnes ou leurs copines qui duraient des heures. Et nous, on était là, vraiment, ça faisait peur. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, on ne peut pas perdre, c'est pas possible. On ne peut pas perdre. Le peuple, il est fantastique. Vraiment, il faut aller. Mais j'invite tout le monde à se rendre devant des bases, etc., ne serait-ce pour se rendre compte de ça. C'est extraordinaire. Si vous allez au Tef Aza, tous les 2-3 km, il y a des tentes énormes avec de la nourriture à volonté. C'est-à-dire que les soldats sortent, ils se baladent, ils peuvent aller manger à n'importe quel moment là-bas. C'est extraordinaire. Mais j'ai jamais vu ça. Et cette gentillesse, ces gens qui sont là, mais viens manger et tout. Je dis non, mais je suis pas soldat, mais on s'en fout, viens manger quand même. C'est extraordinaire, vraiment. Puis voilà, c'était entraide. J'allais livrer des vêtements dans n'importe quel hôtel autour de Jéru. On arrivait, mais il y en avait 400 derrière nous. Les voitures pleines, des gens qui arrivaient avec des camions. Donc, c'est un peu triste qu'on ait eu besoin de ça, honnêtement. C'est un peu triste parce que on a vu toute cette gentillesse, toute cette aide, tout cet amour, toute cette unité après le 7 octobre. Quelques jours avant, c'était l'opposé. Et j'ai vu qu'en fait, tout le monde, mais absolument tout le monde, quand je me rendais dans des bases, etc., tout le monde était dehors à donner des vêtements, de la nourriture, etc. Et là, je dis, waouh, ce peuple était extraordinaire. Tu rentres dans les bases, c'est pas ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je fais des plats diététiques qu'on livre à domicile pour faire maigrir les gens. Ou simplement pour leur fournir des repas sains et diététiques. Et donc, ouais, non, c'était vraiment pas mon métier. Mais du coup, en ayant des amis qui auraient été appelés dans les premières heures du 7 octobre, on les a contactés, il te manque quelque chose. Quelque part, il leur manquait tout. Des matelas, des vêtements, des caleçons, des chaussettes. Et après, on a appris des gilets pare-balles, des casques et des accessoires pour les fusils, etc. Donc, on a appris ça au fur et à mesure. Et j'étais pas du tout dans ce domaine-là, donc j'ai appris en même temps. Donc ça veut dire que le 7 octobre, tu as arrêté ton activité professionnelle pour t'occuper des soldats? Oui, j'ai la chance d'être associé à Yoni Benesh, qui est en plus d'être mon associé, mon ami vraiment fort. C'est un frère. Et en fait, on a coupé le travail, quoi. Il m'a dit, toi, tu vas, et moi, je m'occupe de la boîte. Et je vais faire tourner les repas pour les Chayalim. Et donc, il s'occupe. Et puis moi, j'étais tout le temps en déplacement, j'allais de base en base. Tu fais que ça depuis le 7 octobre? Quasiment. Impressionnant. Non, c'est pas je me défends. En donnant de la force aux Chayalim, je défends avant tout ma maison, ma famille, mes enfants.
Je viens de Marseille, c'était pas la ville la plus antisémite du monde, bien au contraire je pense, mais j'avais cette notion quand même de danger pour ma famille, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait l'ALIA. Je me disais, bon, Marseille, j'ai jamais entendu d'insultes à mon égard, on m'a jamais traité de sale juif ou quoi, mais je savais que l'avenir de mes enfants était en Israël. Pourquoi? Parce que même d'un point de vue sécuritaire, c'était compliqué là-bas? Pas forcément sécuritaire, encore une fois, un petit peu quand même, parce que j'avais mon fils qui était dans une école juive, au Ganami à Marseille, donc, et il y avait l'armée devant, l'armée dedans, un sas pour rentrer, etc. J'ai pas connu ça comme ça, quoi. Et donc c'est vrai que là, ça a commencé à m'interloquer un peu, puis je me disais, il va grandir, il va me demander de sortir avec ses copains, je pourrais pas l'interdire indéfiniment. Encore une fois, pas parce qu'il aurait été juif, simplement parce que je pense que le monde est violent et la France, il y a de plus en plus d'agressions, etc. Donc voilà, donc on a décidé de partir pour l'avenir de nos enfants. Beaucoup plus facile pour ma femme qui est bilingue, qui parle parfaitement hébreu, beaucoup plus dur pour moi. Donc du coup, partir pour ces raisons-là et se retrouver après le 7 octobre confronté chez soi en Israël à des problèmes de sécurité, à des massacres, à des... Terrible, c'est terrible. J'y ai pensé, j'étais à deux doigts de dire à ma femme, écoute, prends les enfants, rentre en France, va chez tes parents. J'ai eu peur, vraiment, parce que voilà, on dirige une petite là et on nous a appelés, on nous a dit les Arabes, il y a 500 000 Arabes en âge de se battre, il y a 400 000 armes qui se baladent, donc il faut être prêt. J'ai dit, mais comment être prêt? J'étais pas armé, j'ai pas fait l'armée, j'ai eu un peu peur, vraiment j'ai eu un peu peur. Ça a duré une semaine, 10 jours, puis après bon, le temps de se reprendre en main, quoi. Et donc j'ai dit, allez, on va aider. Donc on a commencé à aider les soldats, pas que, hein, on a aidé aussi pas mal les familles du quartier, même de Jérusalem. Il y avait des mamans qui ont vu leur mari partir comme ça en quelques heures. Donc il a fallu les aider avec les enfants, faire les courses. Pareil pour les sous-cotes. Donc il y avait une bande de jeunes qui démontaient les sous-cotes. Il y avait une bande de jeunes filles qui allaient aider les mamans avec du babysitting. On a fait une récolte de vêtements et les gens étaient extraordinaires. Mais c'est ça qui m'a donné tellement d'espoir dans ce pays, qui m'a dit mais c'est impossible qu'il nous arrive quelque chose. En quelques heures, j'avais le Marsan en bas de chez moi. Je devais avoir, je ne sais pas combien de tonnes de vêtements. Il y avait des femmes qui étaient là nuit et jour pour faire le tri par âge, par sexe. Et donc, quand on a été donné les vêtements dans les différents hôtels qui abritaient les personnes déplacées, bon, déjà, ils ont dit « Waouh, vous avez fait un travail de fou ». Puis, on a tout de suite vu que ça rendait service. Au départ, on ne savait pas trop quoi faire. On a dit, il faut faire quelque chose. Donc, on a commencé à y donner du sang, on a commencé à ramasser des vêtements, etc. Et doucement, doucement, ça s'est organisé. Puis après, on a commencé à faire des barbecues, on a commencé à fournir des repas aux Chayalim pour Shabbat, leur fournir du matériel, des caleçons, des chaussettes, des casques, des gilets pare-balles, etc. En fait, tu t'es retrouvé, on va dire, au service de ces soldats qui te demandaient, dès qu'ils te voyaient, on n'a pas ça, on manque de ci. Et au fur et à mesure, tu t'es adapté. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que tu ne pouvais pas faire autrement que de les aider. De toutes les manières, je pense que je me suis rendu service plus à moi qu'à eux. J'avais besoin d'être actif, j'avais besoin de faire des choses, j'avais besoin de les aider, j'avais besoin d'apporter quelque chose. Je suis mitnadev dans la police, donc on fait un peu d'aide, on va dire, civile, mais j'avais vraiment besoin de faire avancer les choses. Et le 7, ils étaient complètement choqués, abattus. Certains apprenaient qu'ils avaient perdu un cousin, un oncle et tout. On entendait à la radio des gens qui disaient « Ouais, ma femme, elle a été kidnappée. Enfin, en tout cas, maintenant, je mets la géolocalisation du téléphone de ma femme, elle est à Gaza. » Et donc, on entendait des horreurs à ce moment-là. C'était très, très compliqué. C'était un gros coup de poing dans la tête. Les gens étaient KO debout. C'était dingue. Ça t'a réconcilié avec Israël? Complètement. Alors, j'ai beaucoup de points que je cherche à éclaircir et je ne veux pas trop me poser des questions pour l'instant. Il y a beaucoup de choses que je me dis qu'il va falloir changer dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe autour des soldats, autour des gens qui ont été déplacés, oui, complètement. Je me dis que de toutes les manières, il n'y a que dans ce pays que ça peut se passer comme ça. J'ai jamais vu aucune personne venir apporter de la nourriture à des soldats, leur apporter. J'ai jamais vu ça. Plus de 3 mois, c'est long. Ouais. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Comment on tient?
On tient avec le sourire des militaires, on tient avec... Enfin, moi, c'est mon leitmotiv. C'est beaucoup pour ça que je fais des barbecues. C'est le seul moment de véritable échange. C'est le seul moment où on arrive vraiment à communiquer avec les militaires, plus que quelques minutes. En général, je vais apporter des gilets, j'ai des cartons, je leur livre, on se serre la main, on se prend dans les bras, merci beaucoup. Au mieux, ils vont faire un petit film de 10 secondes pour nous remercier, parce qu'il y a beaucoup de donateurs derrière tout ça. Et j'en profite pour remercier tous les donateurs qui nous ont aidés. Et après, ça y est, c'est fini. Je rentre dans ma voiture, c'est parti. J'ai leur visage dans la tête quelques minutes, et puis ça y est, c'est parti. Alors que lorsqu'on fait un barbecue, c'est beaucoup plus long. On prépare à manger, ils sont là, ils sont autour, ils ont faim, alors ils viennent, ils tournent, et puis ils viennent manger, et là on se réjouit ensemble, on papote, on échange, et c'est là où il y a toujours quelqu'un qui me dit « D'ailleurs, si tu as un casque, un gilet, j'en ai plus, j'ai cassé le mien. » Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs, doucement, à aller voir le RASAP, le responsable logistique, pour lui dire « Dis-moi, tu as besoin de quelque chose, il te faut quelque chose », et ils ont toujours besoin. Des combattants à Gaza qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours, sauf une petite boîte de thon, ils n'avaient même pas eu d'eau, ils n'avaient même pas bu. Donc j'ai essayé de faire ça par ma cuisine, mais c'était trop tard, le chef avait cuisiné toute la nuit, son téléphone était coupé. Donc j'ai été vite acheter des baguettes, du thon, de la charcuterie, des œufs, et on a fait 200 sandwichs. Avec tes enfants? Mes enfants, mes nièces, ouais, c'était fantastique. Et ce qui était dingue, c'est qu'ils me remerciaient. C'est-à-dire que j'ai mes enfants, mes nièces qui me remerciaient, qui me disaient « Merci tonton de pouvoir nous faire ça ». Qu'est-ce que ça fait ça, quand on quitte une vie avec un certain confort, après tout, voilà, on était très bien, j'imagine que tu étais très bien, pour se retrouver ici avec d'autres difficultés, des difficultés parfois financières, parfois éducatives, mais qu'on a ce salaire-là. Très sincèrement, ce jour-là, quand j'ai vu que j'ai demandé à mes enfants de tout arrêter, de ne pas sortir, de rester ici, de m'aider à faire 200 sandwichs, ils se sont bougés, ils ont appelé les copains, les cousines, etc. J'ai vu qu'en plus, ils m'ont remercié, qu'ils étaient contents de faire ça, contents de pouvoir aider. Pour moi, j'ai dit, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai fait l'ALIA. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait mon ALIA. J'ai tout gagné. Mes enfants, ils sont dans la bonne voie. J'ai fait mon ALIA pour mes enfants, pour l'éducation de mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. Et c'est vraiment exactement ce que je rêvais d'avoir, c'est-à-dire avoir des enfants qui soient pas égoïstes. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait un souci, ils se sont mis en ordre de marche, ils ont fait ce qu'il fallait et ils étaient heureux de le faire. Et comme j'ai dit, ils me remerciaient. J'ai ma petite nièce qui s'appelle Eden, qui est venue me voir, m'a dit « Merci tonton, merci d'avoir fait les courses, de nous permettre de faire cette mitzvah ». Mais j'ai dit « Ça y est, c'est bon ». La plupart sont nés ici, ils ont ça en eux, c'est dans leur neshama, ils ont ça en eux, aider les gens, et on le voit. C'est des gens qui sont très durs, les Israéliens sont très durs, mais vous voyez jamais une voiture arrêtée sur le bas-côté, seul. Il y a toujours quelqu'un qui s'arrête pour réparer. J'ai déjà vu un gars en costume cravate démonter un pneu. J'ai vécu en France, j'ai vécu au Canada, j'ai jamais vu ça ailleurs. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. C'est extraordinaire. Mais à côté de ça, ils sont très durs. C'est vrai, il faut le savoir, l'ALIA, c'est pas la vie rose, on nous attend pas, c'est pas parce qu'on est... Non, on est français en plus, donc on n'est pas super bien vu par... C'est en train de changer, grâce à la guerre justement, c'est aussi un point important. Oui, pourquoi tu dis ça? Parce qu'aujourd'hui, sur toutes les bases, quand on se rend dans n'importe quelle base, ils nous disent aujourd'hui les seuls qui nous aident, les seuls qui continuent à venir régulièrement, c'est les Français. Et franchement, je suis très content de contribuer à ça parce que j'ai vécu de mauvais moments par rapport au fait que je sois français. J'ai entendu les pires choses, des trucs qu'on m'avait jamais dit en France. Un jour, on m'a dit « Ah, t'es français ?» Ben ouais, vous les Français, vous êtes le cancer du pays. Et ce jour-là, je suis rentré comme un enfant de 3 ans. Je suis rentré à la maison, j'étais abattu. Et aujourd'hui, de voir que, en tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je me rends dans les bases, etc., pas plus tard que vendredi, c'est « Waouh, vous les Français, vous êtes fous. Vous continuez, vous êtes fous. » On leur a amené peut-être, il y avait peut-être 130 kilos de nourriture pour Shabbat. Ils me disaient, mais quoi, mais tout ça encore, ben ouais. Et j'ai roulé, je passais à la frontière. J'étais du côté, enfin c'était plus la partie israélienne. Et ils étaient morts de rire parce que, bon, j'ai, on va dire, une espèce d'inconscience, insouciance, parce que j'ai la volonté de bien faire, j'ai la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais bon, c'est fantastique.
Aujourd'hui, j'avance, je me lève tous les matins grâce à ça. Alors, c'est fou parce que malgré tout, tu es père de famille, je crois que tu as 4 enfants, tu as des responsabilités et une entreprise aussi à faire tourner. Alors, ok, tu as parlé de ton associé, mais... J'ai pas tout abandonné. et grâce à Dieu, en fait, le fait aussi de pouvoir fournir des repas aux soldats, évidemment, on ne gagne pas un shekel là-dessus. Évidemment, c'est pas ce qui nous fait gagner notre vie. On ne gagne pas notre vie. On va dire même aujourd'hui, on perd. Mais ça permet de limiter la casse parce que du coup, on fait de grandes quantités. Ça permet de réduire le coût de revient du plat. On va dire, on s'en sort comme ça, on vivote comme ça, grâce à Dieu. Mais je suis content que ça se passe comme ça. Vraiment, j'ai aucun problème. Je suis heureux que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui a profondément changé en toi? Est-ce que tu as décidé de concevoir ton alia ou ta vie en Israël différemment depuis le 7 octobre? Après toute cette expérience, tout ce que tu as vu, tu as découvert du pays, parce que j'imagine que tu as aussi découvert beaucoup de choses. Je pense que j'ai visité, comme je n'avais jamais visité Israël, j'ai vu à peu près toutes les bases. On a fait à peu près, je ne peux pas dire combien de barbecues, au moins une 50-60aine, ça c'est sûr. Les bases, ouais, une centaine. Ouais. Même dans le nord, on a été Liban, frontière Liban, etc. Vraiment, on a tout fait. Et qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, maintenant, je me sens capable de faire quelque chose ici. C'est-à-dire, je sais que je suis capable de m'investir dans le pays, de faire changer les choses. Et j'ai la volonté, en tout cas, de le faire. Et j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'investir un peu plus. Et j'ai envie d'être israélien complètement. J'ai plus envie d'être le Français qui vit en Israël. C'était ma volonté, c'est-à-dire que le jour où j'ai fait mon alia, il y a 8 ans, là, il y a quelques jours, là, c'était ma volonté. Mais je savais que ça serait très dur par la langue, par la culture, etc. Mais c'était ma volonté. Ben maintenant, je sais que je suis capable. Maintenant, j'ai touché du doigt, j'ai côtoyé des généraux de l'armée, j'ai parlé à égal à égal avec... J'étais convoqué par des ministres, j'étais dans leur bureau. Donc je sais que c'est un pays où tout est possible. On peut tout faire ici. On peut tout réaliser. C'est un petit pays, tout le monde se connaît. On peut passer très facilement à la télé, on peut parler très facilement avec le capitaine de l'équipe de foot du Bétar qui est là, qu'on croise. Donc en fait, on rencontre très facilement les bonnes personnes. Il faut juste savoir saisir l'opportunité, aller leur parler et ne pas avoir honte parce qu'on est français. Il faut aller leur parler, il faut s'investir. Il ne faut pas rester dans son coin. Je prends souvent le modèle des Américains qui sont partout. Ils sont dans les VAD de centres sportifs, ils sont dans tous les Minal Kehilati, ils sont partout, ils sont investis. Il y a tellement de choses à faire ici, mais tout est fait, mais c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire, d'un côté c'est dur et de l'autre côté c'est réalisable. En France, c'est plus facile, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. Ici, c'est dur de vivre, etc. Mais on touche du doigt, on touche facilement les gens. J'ai eu accès ici à des gens que jamais dans ma vie, j'ai vécu 40 ans en France, un peu moins, 38 ans, mais j'ai jamais parlé à un ministre, j'ai jamais été dans le bureau d'un ministre. Je suis jamais passé à la télé, j'ai jamais rien fait en France. J'avais une vie pépère, c'était facile. Ici, tout est réalisable, mais encore une fois, il faut y aller. Si maintenant je peux apporter ma pierre à l'édifice, faire des choses qui vont aider le pays, qui vont aider la ville ou la communauté, je le fais. Je l'ai toujours fait. On espère que la guerre va se terminer. On ne sait pas quand, évidemment, ça va prendre encore du temps. Est-ce que ta façon de faire du business, de travailler, va changer? Je serais peut-être plus respecté. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand j'arrivais à une table d'affaires ou un repas d'affaires ou peu importe un rendez-vous d'affaires, il y avait comme ça cette petite connotation. Ah, t'es français? Ok. Aujourd'hui, même moi, mentalement, je me sens plus fort. Parce que je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai réussi à aider des gens. Et j'ai pas simplement essayé, j'ai réussi. J'ai aidé des gens. Que ce soit des civils ou des militaires. Donc aujourd'hui, je me sens quand même plus fort. Je pense que je suis mieux préparé à affronter les Israéliens. Je serais capable de dire, tu sais, moi aussi j'ai fait. Clairement, aujourd'hui, je sais que ce que j'ai fait et ce que je continue à faire, et ce que je continuerai à faire le temps qu'il faudra, ça me donne une certaine force, une certaine assise ici. Et peut-être c'est ce qui me manquait.
J'arrivais trop comme presque le touriste qui est là pour essayer de faire un peu de business. Là aujourd'hui, je suis ici, c'est mon pays, et je parle pas la langue, mais c'est pas grave. Maintenant, on est d'égal à égal. Tu vas l'apprendre? Je l'apprends tous les jours. J'ai fait un ulpan, j'ai pas fait qu'un ulpan, j'ai fait un ulpan, j'ai pris des cours particuliers, etc. Je parle, je comprends très bien, mais ça sort pas comme il faudrait. c'est pas ma. Puis je suis pas trop littéraire, donc c'est pas ma force. Il faudra passer par là, tu crois? Ah, obligé. De toutes les manières, c'est obligé. J'ai 4 enfants, il y en a forcément un qui va se marier avec un Israélien ou une Israélienne, donc il va falloir communiquer avec les beaux-parents, etc. C'est normal. Je parle même pas de business ni rien. Business, on peut toujours se débrouiller, retourner en France, faire un business en France, faire venir. Mais les enfants, ils sont ici. Ils vivent ici, ils ont des amis. Ne serait-ce que les amis qui viennent à la maison, c'est difficile de ne pas communiquer. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les années à venir? Moi, simplement être heureux ici, ça me suffit. C'est un pays fantastique. Je mesure tous les jours la chance que j'ai de pouvoir vivre ici. C'est un pays fantastique. C'est un pays extraordinaire. C'est pas facile, il faut pas se mentir, mais c'est jamais facile nulle part. Et j'espère que ce qui s'est passé le 7 octobre servira pendant de nombreuses années. On retombera dans les travers, c'est l'histoire. C'est l'histoire du peuple juif. Mais j'ai un espoir fou. Je pense que c'est le moment. C'est un virage important pour le pays. Et je pense qu'il faut le prendre et il faut être dans le pays maintenant. C'est le message que tu as envie d'envoyer aux Juifs de France? Complètement. Très sincèrement, d'abord, je m'inquiète beaucoup plus pour eux que pour moi. J'ai ma sœur qui est en France et très sincèrement, elle vit pas en ce moment. Elle survit. Elle a acheté des armes, a acheté un chien. Elle ne sait plus comment faire. Non. Nous, on vit ici. On vit. Alors oui, dans la crainte, dans la guerre, il y a des. Bon, grâce à Dieu, à Jérusalem, on n'est pas trop touché par les roquettes, etc. Mais on vit. Et on vit pleinement. Et on construit quelque chose. Donc ouais, non, mais aujourd'hui, je sais qu'il faut être dans le train à démarrer. Il faut être dans le train.